Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Territoire de France. Comme vous le voyez actuellement, nous sommes au cœur de Paris, au Musée national des arts asiatiques, Guimet. C'est au cœur de Paris et pourtant, quand on passe devant, on ne le voit pas forcément très bien. Pourquoi ? Alors, en fait, le bâtiment est un bâtiment donc, de la fin du 19e qui apparaît comme une sorte de tour qui donne sur la place d'Iéna et qui ne nie pas tout à fait en fait, les espaces assez modernes qui sont à l'intérieur du musée, puisque le musée a été refait en 2001. Il avait ouvert en 1889 et donc il y a une sorte de, on va dire, de divorce entre l'épiderme et l'intérieur. Et l'intérieur où on découvre ces expositions extraordinaires. On est dans cette superbe salle Khmer, dédiée bien sûr à des œuvres venues du Cambodge, comme on le voit autour de nous. Vous êtes la présidente de ce musée. Bonjour, merci d'être avec nous, Sophie Macariou. Alors ce musée Guimet, c'est sans aucun doute l'un des plus grands musées d'art asiatique en dehors de l'Asie même, en Europe. Alors en fait, bizarrement, il n'y a pas vraiment de musée d'art asiatique, ça paraît curieux de le dire comme ça en Asie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des musées d'art chinois en Chine, des musées d'art indien en Inde, voilà. À Tokyo, il y a un petit peu d'autres pays asiatiques qui sont présentés. Mais finalement, il faut aller en Occident, c'est-à-dire en Europe et en Amérique, pour découvrir ces musées, je dirais, qui traitent globalement de l'Asie. Et en Europe, c'est le plus grand musée d'art asiatique, un musée qui conserve 60 000 œuvres, quasiment un demi-million de supports photographiques. Pas tous ici, bien entendu, qui sont dans les dans des réserves. Et ça se compare surtout aux collections, par exemple, du Metropolitan Museum à New York. On va s'intéresser à l'histoire de ce musée. L'histoire de ce musée, elle se confond avec l'histoire du nom de ce musée. L'homme, c'est Émile Guimet, un riche industriel lyonnais qui était absolument passionné d'art. Oui, alors il est passionné aussi d'idées. C'était presque un collectionneur d'idées et il disait de ce musée qu'il a fondé à Paris et inauguré donc, par le président de la République qui s'appelait Sadi Carnot en 1889. Il disait c'est une usine philosophique, c'est dire quelle était la vision qu'il avait du lieu. Alors industriel né en 1836 dans une grande famille de la bourgeoisie lyonnaise, une famille d'industriels. Il est passionné par tous les systèmes de pensée, en particulier par l'histoire des religions. Il va d'abord s'intéresser à l'Égypte. Il est un de ceux qui financent les fouilles d'Antinoé en Égypte. Et puis petit à petit, il va agréger d'autres choses à cette première collection égyptienne. Et en 1876-1877, il fait un tour du monde qui a pour but essentiel de l'emmener en Asie. Et la grande découverte et la grande expérience, ça va être le Japon. Le Japon. Et puis l'Inde était au programme de sa vie, j'allais dire. Oui, alors aussi parce qu'il recherche en fait tout ce qui a trait aux grands textes fondateurs des religions. Il est passionné aussi de voyages, il fera de très nombreux voyages tout au cours de sa vie et à chacun de ces voyages en fait est associé un livre. Donc il raconte son voyage au Japon qui s'appelle Promenade japonaise, qui est magnifiquement illustré, qui a été réédité. Il fait aussi un petit récit de son voyage en Inde et ça ne manque pas non plus, il faut dire, de fantaisie, de notation humoristique, notamment sur la disparition de l'exotisme, je dirais, sous la poussée de la modernité, qui se compte notamment à l'apparition des réverbères. Est-ce que ce musée Guimet, au fond, ça nous donne une image à l'international d'être une nation, la France, proche de l'Asie ? Est-ce que ce musée, au fond, a presque un rôle diplomatique ? Ah oui, beaucoup. D'abord parce que toute son activité est tournée, bien sûr, vers l'idée de faire le lien entre l'Asie et la France. C'est aussi un musée qui met beaucoup en valeur une histoire qui n'est pas si bien connue, qui est la découverte des civilisations de l'Asie. On va ici de l'Afghanistan jusqu'au Japon, des steppes du nord de l'Asie jusqu'à l'Indonésie. Et en fait, ce musée, c'est aussi, d'une certaine façon, un conservatoire de toutes les recherches qui ont été faites sur cette Asie extrêmement diverse. On raconte des histoires archéologiques, on raconte des histoires de découverte de textes, des histoires de découverte de civilisations. D'aventures même extraordinaires, humaines. Oui, alors plein de grandes figures, évidemment, sont liées à ce musée, notamment, par exemple, Alexandra David-Néel, bien sûr,
On fêtera en 1924 le 100e anniversaire de l'entrée d'Alexandra David-Néel à Lhasa, au Tibet. C'est aussi le 100e anniversaire, cette année, de la création de la délégation archéologique française en Afghanistan, qui est un sujet, je dirais, lourdement aussi d'actualité et que nous évoquerons à travers une exposition. Mais c'est aussi l'invention de la sinologie moderne, c'est la découverte de la civilisation khmère et les grandes études sur la civilisation khmère. Et ce sont en fait les Français qui ont fondé ces études. On pourrait dire beaucoup de choses également de ce qui se fait autour de l'Inde, de l'étude des religions de l'Inde, les traductions de textes, etc. Donc c'est une sorte de réservoir à idées aussi, au-delà même des collections, ce musée. Alors l'esprit d'Émile Guimet, vous venez d'en parler, c'est aussi, et on va le voir tout au long de cette émission, la place du livre, de la littérature dans les civilisations asiatiques, bien sûr. Chaque année maintenant, le musée qui remet un prix littéraire très prestigieux, le prix Émile Guimet, bien sûr, de la littérature asiatique. Alors, pourquoi avoir créé ce prix? C'est la continuité de l'esprit Guimet dont vous parliez il y a un instant, c'est ça? Oui, c'est la passion des livres. On avait fait une exposition sur lui il y a quelques années où on reconstituait en fait ce qu'il avait dans la tête d'une certaine façon en montrant les ouvrages de sa bibliothèque. Et ce goût des livres, finalement, on a voulu aussi le prolonger effectivement par la création d'un prix dédié aux littératures contemporaines de l'Asie. Il y a de plus en plus de traductions de textes en fait de tous horizons, venant de toutes les Asies possibles en français. Et je pense qu'il est important de faire le plus de place possible en fait à ces publications. Et alors qui a été récompensé cette année? Alors cette année, en fait, l'ouvrage qui a été récompensé, c'est un ouvrage écrit par un auteur de Malaisie, mais un Chinois de Malaisie, donc écrit en chinois, qui s'appelle Ng Kim Chu et qui s'intitule Pluie. C'est un ouvrage magnifique, d'un style extrêmement poétique, un ouvrage assez bref. Et cet ouvrage qui a été publié chez Piquier, qui est un très bel éditeur qui a beaucoup soutenu les littératures asiatiques, est une écriture, je dirais, presque atmosphérique. Il nous fait vivre dans les forêts d'Évéa, sous une pluie intense, dans cette espèce de moiteur, dans cette épaisseur du feuillage, histoire d'une famille qui traverse en fait les moments aussi difficiles de l'histoire de la Malaisie. Sophie Macariou, un dernier mot sur les grandes expositions. Qu'est-ce qui va arriver dans ce musée merveilleux là, dans les mois qui arrivent? La prochaine exposition s'appelle Yoga. Ça aussi, c'est un phénomène de société. On ne peut pas y échapper. Asset Yogi Soufi, et qui montre comment cette tradition du yoga passe aussi les frontières de la religion, bien sûr. Par exemple. Sous forme de quoi l'exposition? Elle va montrer quoi? Essentiellement des miniatures. Donc on assemble plusieurs pages d'un manuscrit très exceptionnel qui est conservé à Dublin, qui est prêté pour l'occasion et qui est la première description de ce qu'on appelle les asanas, donc les positions un certain nombre de positions de Bouddha, de yoga, pardon. Il y a les cartes blanches contemporaines, en même temps que l'Arc et le Sabre ouvre une très belle carte blanche à une artiste japonaise assez célèbre mais qui n'a jamais eu de solo show en France, qui s'appelle Chiharu Shiota et qui crée des nappes de fil dans lesquelles elle prend des objets. Vous verrez, c'est assez fascinant. C'est au 4e étage. On terminera l'automne sera dédié à l'Afghanistan avec une exposition magnifique qui s'appellera Afghanistan, ombre et légende et qui raconte 100 ans de relations autour de l'archéologie avec bien sûr l'Afghanistan, et on pense beaucoup à nos collègues afghans. Ici, il y a de très importantes collections. Il y aura une carte blanche dédiée à un artiste chinois, Zhongji Chang. Voilà, enfin j'en oublie, il y a énormément de choses. Vous ne ressemblez pas à l'idée qu'on se fait d'une directrice de musée. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Cette passion qui vous guide? Ça vient d'où? De votre parcours personnel? Oui, sans doute. Vous voulez faire quoi après, j'allais dire? On reste combien d'années directrice d'un musée? C'est des cycles? Oui, c'est des cycles, donc à un moment on s'en va. Moi, mon but, je dirais, c'est de reprendre un petit peu la belle phrase d'Émile Guimet, qui est presque la devise du musée. Il disait, il y a deux types de savants. Il y a des gens qui tirent les rideaux pour se cacher. Moi, j'aime faire des trous dans les rideaux. Je veux que l'on voit et je veux que tout le monde voit. Je dirais, c'est la vision que j'ai du musée. Pour moi, le musée n'est pas un lieu de repli, c'est un lieu d'ouverture, c'est une sorte de forum ou une agora. C'est un lieu qui doit parler au monde. Et ici, on est dans un extraordinaire bâtiment, je dirais,
en fait poreux, où on parle de l'Asie à la France, on parle du rapport évidemment des pays d'Asie entre eux, et c'est donc une espèce d'ambassade extrêmement bienveillante où on met en connexion les temps les plus anciens et le contemporain, et ça je pense que c'est extrêmement précieux, on décloisonne, voilà, pour le dire simplement. Merci Sophie Macariou pour cet entretien. Nous allons maintenant nous intéresser à des artistes, Clara et Arthur Fierfort, qui préparent tous les deux un ouvrage sur les fantômes du musée Guimet dont vous parliez. C'est l'occasion de raconter les itinéraires et les collectionneurs de ces passionnés d'arts asiatiques et bien sûr Émile Guimet. On regarde. Depuis plus de 6 mois, Clara et Arthur sont à la recherche des fantômes du musée Guimet. Ces deux jeunes auteurs de bande dessinée ont pour projet de faire revivre les histoires et les personnages liés au célèbre musée d'arts asiatiques. Les deux auteurs se sont bien sûr intéressés au fabuleux destin du créateur du musée, Émile Guimet, qui, avant de se passionner pour l'art asiatique, se rend en Égypte en 1865. Il fait le tour des sites antiques importants de cette époque. Donc il raconte, notamment, il se retrouve dans des tombeaux à marcher sur les momies. Et il va se retrouver au musée de Boulaq. Et là, il est complètement marqué par cette visite de musée et fasciné par la mythologie égyptienne et les dieux égyptiens, leurs histoires. Et il commence aussi à collectionner des objets. Donc au début, des objets égyptiens. Et donc il raconte comme ça qu'il se met à acheter plein d'objets égyptiens, plein de momies également. Et qu'en fait, à un moment, il y a tellement de momies chez lui qu'il est obligé d'enjamber les momies pour se coucher dans son lit. Pour raconter ces histoires, les deux auteurs se sont immergés dans le musée, ont rencontré les conservateurs et ont surtout procédé à un long travail de documentation. S'il n'y avait pas eu ce travail et qu'on était arrivé juste en me donnant un scénario, ça aurait été beaucoup plus dur de le dessiner tout de suite. En fait, là, ça se fait assez naturellement parce que justement, il y a eu un travail assez long avant de reconstruire en fait ces histoires, ces lieux, etc. Se refaire des paysages dans la tête, voilà, et pour pouvoir les dessiner par la suite. Clara et Arthur se sont passionnés pour un autre destin, celui de Louis Delaporte, un officier de marine qui participe à une mission d'exploration du Mékong. C'est lors de cette expédition qu'il découvre les ruines d'Angkor et il est complètement fasciné, marqué par cette rencontre presque. Et il va revenir 2 fois sur le site d'Angkor. Et là, cette fois-ci, il va faire énormément de dessins, de relevés, de plans, des dessins qui sont très beaux et qui sont presque des œuvres en tant que telles. Des œuvres de la mission Delaporte sont aujourd'hui visibles au Musée national des arts asiatiques Guimet, comme cet ensemble monumental de la chaussée des géants d'un temple d'Angkor. La web-série des fantômes du musée Guimet de Clara et Arthur Fierfort sera accessible sous forme de feuilleton sur le site internet du musée à l'été 2022. Voilà, après ce reportage, retour ici au musée Guimet dans la salle Khmer de ce musée national des arts asiatiques, dit Guimet, avec l'écrivain et philosophe Pascal Bruckner. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on va parler dans un instant de votre ouvrage, Dans l'amitié d'une montagne, chez Grasset. Mais d'abord, quel est votre lien avec ce lieu magique dans lequel nous sommes ? Alors mon lien, d'abord, je suis beaucoup allé au musée Guimet parce que je suis passionné d'Asie et puis j'ai été invité à faire partie du jury du prix du livre asiatique il y a 2 ans. Guimet de littérature voilà, asiatique. Exactement, par Sophie Macariou et par Ariana Yerso. Et donc je suis devenu un familier des lieux et je viens assez souvent. Et donc voilà, je suis très heureux. Est-ce que c'est un lieu qui peut inspirer un écrivain ? Sans doute. Mais oui, c'est vrai, c'est un lieu assez magique, mais ça donne surtout envie de partir en Asie. Et c'est ça qui est important. C'est une étape sur le chemin de l'Orient. C'est une étape quoi, sur le chemin de la sagesse, quelque part, ou pas ? La sagesse, je ne sais pas, mais en tout cas la curiosité pour d'autres civilisations et pour... l'Orient est une notion complexe, puisque ça n'existe pas plus que l'Occident, ça comprend un nombre de cultures importantes, et donc rien ne remplace la découverte personnelle par le voyage, par la fréquentation des gens et il faut y retourner souvent surtout. Alors dans l'amitié d'une montagne, vous dites que c'est là, vous écrivez dans ce livre que c'est là où on se frotte à la démesure aux épreuves surhumaines.
Oui, c'est-à-dire que tout dépend de ce qu'on décide de faire. Si on marche sur un sentier, c'est fatigant, mais c'est faisable. Si on décide de grimper un sommet, c'est autre chose. C'est une entreprise qui demande non seulement de la patience, mais de l'entraînement, de l'endurance, des de la choses que vous préparation. pourriez faire aujourd'hui? Oui, je fais ça chaque année, mais à ma mesure. Hein. Je suis vraiment, je ne suis pas je suis pas du tout un grimpeur. Un grand grimpeur, non, je suis vraiment un tout petit grimpeur, mais je suis très heureux de monter une paroi et de faire un sommet entre 2007 et 3000 ou 4000. Si j'y arrive, je suis fou de joie et j'ai l'impression d'être un cador, le roi du pétrole. Mais tout ça, et je fais ça avec un guide, avec des cordes, des casques. Ah oui, bien sûr, et des amis surtout. Parce que pour moi, grimper, c'est une aventure à plusieurs. Et c'est quelque chose qu'on savoure et qu'on prépare attentivement et dont on se souvient ensuite. Et on a le sentiment non pas d'avoir gravi l'Everest, mais au moins de s'être hissé au-dessus de soi-même et de ses faibles forces. Alors vous évoquez aussi de grands philosophes, des écrivains comme Kant, Gilles Camus ou Paul Valéry. Comment vous expliquez cette fascination littéraire pour la montagne réellement? Alors au départ, dans le sentiment de la montagne, en Europe, c'est une horreur. La montagne est abominable. On pense que ce sont des excroissances hideuses. Et le premier qui a gravi une montagne, c'est Pétrarque, qui gravit le Mont Ventoux au XIVe siècle. Et, bon, c'est pas très haut, hein, ça fait que 1900 mètres, mais c'est la première fois qu'on a un souvenir littéraire d'une ascension. Et ensuite, le roi Charles VII demande à un de ses lieutenants de gravir le mont Aiguille qui est dans le Vercors. C'est une sorte de monolithe de 2100 mètres, assez impressionnant. Et le roi a mis son armée au pied de la montagne et il attend de voir si ses lieutenants, des nobles, sont capables de s'y hisser. Alors à l'époque, ils avaient des cordes, des nacelles, c'était vraiment très rudimentaire. Il n'était pas du tout chaussé pour grimper, mais le contrat a été rempli. Il y a sans doute eu des morts parce qu'évidemment, il y a toujours des risques. Oui, vous parlez d'un espace hostile d'ailleurs, quand vous parlez de la montagne. On côtoie le risque, vous dites, le risque mortel, et puis l'euphorie, vous en parliez tout à l'heure, de l'élévation. Voilà, c'est-à-dire que d'abord en montagne, il y a la zone de la mort qui commence à 6500 mètres et il va jusqu'à 8500, on ne peut plus respirer, le corps se consume littéralement sous le manque d'oxygène et sous l'effet de la pression, mais oui, la montagne est hostile. Alors pourquoi grimpe-t-on sur les montagnes? Pourquoi grimpe-t-on? Philosophiquement parlant. Alors philosophiquement, les grimpeurs ne sont pas tous philosophes, mais on ne peut pas s'empêcher de philosopher en grimpant parce qu'on se rend compte que c'est une entreprise totalement absurde. C'est ridicule de monter sur une montagne puisqu'on va redescendre. C'est pas comme si on accédait ensuite à une sorte de sagesse supérieure. On sait qu'une fois arrivé au sommet, il faut redescendre et souvent vite parce que le temps se gâte. C'est une métaphore de la vie alors finalement. Oui, c'est une métaphore de la vie. C'est-à-dire effectivement on naît pour mourir. Alors évidemment on grimpe plus de montagnes qu'on ne connaît de vie. Puisque contrairement à l'Orient, nous en Occident, nous ne naissons qu'une fois, nous n'avons pas la possibilité du cycle des renaissances, qui est évidemment une facilité. Donc tout se joue dans le mince espace entre la naissance et la mort. En revanche, oui, la montagne est vraiment une métaphore de l'existence, mais on est très heureux d'être arrivé au sommet et on se prépare pour d'autres ascensions si on a aimé celle qu'on vient d'accomplir. Donc je rappelle ce titre, Dans l'amitié d'une montagne, cette magnifique iconographie aussi. Superbe, hein, cette photo, vous avez eu du mal à la vendre. Samy Veil. Oui. Pascal Bruckner aux éditions Grasset. Voilà, merci d'avoir été mon invité ici donc, au musée Guimet. Nous allons continuer cette visite du musée Guimet ici dans le 16e arrondissement de Paris avec Vincent Lefebvre qui est conservateur des collections. Il nous amène sur les traces de l'écriture de ces civilisations asiatiques sous toutes ses formes. Regardez ce reportage. Écrire pour transmettre, enseigner, témoigner ou asseoir son pouvoir, la place de l'écriture est prépondérante dans les civilisations asiatiques. Au Musée national des arts asiatiques Guimet, cette vitrine permet de mieux comprendre l'apparition de l'écriture en Chine et sa transformation au cours des siècles.
Nous présentons donc ces fragments d'os oraculaires, donc ces objets qui étaient utilisés dans des rites de divination sur lesquels apparaissent les premiers sinogrammes, donc les premiers témoignages de l'écriture chinoise. Et ensuite, nous montrons à travers des objets de nature très diverses la présence de l'écriture, comme on peut le voir ici sur cette brique funéraire ou à côté des images. Donc, nous avons du texte qui est donc en relief. Les outils de l'écriture, le stylet, une sorte de burin pour graver l'écriture, et puis le pot à pinceau qui donc permet de réaliser de la calligraphie à l'encre de Chine, bien évidemment, et ce pot à pinceau qui lui date de la dernière dynastie, celle des Qing, qui est en régné entre le XVIIe et le début du XXe siècle, donc il est orné lui-même de calligraphie. Dans les salles du musée Guimet, l'écriture est partout et sur tous les supports, comme sur cette stèle du Cambodge, écrite en sanskrit, la langue ancienne de l'Inde. C'est une stèle dite de fondation, c'est-à-dire qu'elle est associée à un temple du 7e siècle, et cette stèle nous narre la fondation du temple et donne par la même occasion, dans la partie la plus prestigieuse de l'inscription, ce qu'on appelle la prashasti en sanskrit, c'est-à-dire la partie noble du début de l'inscription, contient l'éloge du roi et de sa dynastie. Au cœur du musée Guimet, la place du livre est également centrale. La bibliothèque historique était au cœur du projet initial de son créateur. Lorsque Émile Guimet se rend dans son grand voyage en Asie et essentiellement au Japon en 1876, il y va pour rencontrer des moines bouddhistes et il va rassembler d'emblée une collection à la fois de sculptures pour illustrer l'iconographie, mais également de manuscrits pour connaître le fond de la doctrine bouddhique. Et lorsqu'il revient en France, qu'il va créer son musée tout d'abord à Lyon en 1879, puis à Paris en 1889, il conçoit ce musée d'histoire des religions, ce n'est pas encore le musée des arts asiatiques, il le conçoit vraiment comme un musée qui associe des objets et la bibliothèque. Dans la rénovation du musée achevée fin 2000, le choix a été fait de conserver la bibliothèque dans son état d'origine. Aujourd'hui, avec plus de 5000 m² de galeries permanentes, le Musée national des arts asiatiques Guimet est devenu l'un des plus grands centres de la connaissance des civilisations asiatiques au cœur de l'Europe. Voilà, temps fort dans cette émission, nous allons découvrir maintenant les réserves du musée, des réserves précieuses. Le musée expose rarement ces textes religieux que vous allez découvrir. La conservatrice des bibliothèques nous a ouvert les portes de ce lieu incroyable, les trésors du musée. Regardez ce reportage. Plus de 50 000 ouvrages anciens sont conservés ici, au Musée national des arts asiatiques Guimet. Principalement des textes religieux. Parmi les trésors du musée, plusieurs ouvrages du Sutra du Lotus, un des textes majeurs d'un courant du bouddhisme qui a essaimé dans toute l'Asie, de la Chine au Japon jusqu'en Corée. Le musée en possède une très précieuse édition impériale datée de 1590. Le papier est extrêmement fin, d'une très grande qualité. L'iconographie aussi est très soignée. Et on a un brocart qui est de soie brochée avec le dragon à 5 griffes qui est un des symboles de l'empereur. Réalisés sur papier indigo à l'encre d'or, ces ouvrages exigent des conditions de conservation très particulières. À peu près 18 degrés et 65 à 70% d'humidité et évidemment pas de lumière puisque la lumière abîme irréversiblement tout ce qui est papier. Mais il faut savoir qu'un document graphique ne peut être exposé que 3 mois, pour des raisons de conservation, justement. Une autre pièce, extrêmement rare, cette version du Sutra du Lotus en langue tangoute, une peuplade d'Asie centrale. Ce sont des caractères qui ont l'air d'être des caractères chinois un peu tarabiscotés, mais en fait, ce ne sont pas des caractères chinois. C'est un système qui a été développé à la demande du premier empereur de la dynastie Tangoute pour asseoir sa légitimité et son pouvoir. Une écriture qui est assez complexe et qui n'a été déchiffrée que très tardivement au XXe siècle. Pour découvrir d'autres trésors, il faut se rendre dans les réserves du musée. Dans cette armoire, la conservatrice veille sur la bibliothèque tibétaine
que la célèbre exploratrice et orientaliste Alexandra David-Néel a légué au musée Guimet. Ce qu'il y a de bien, déjà, c'est qu'on voit comment est fait un ouvrage tibétain. Alors, l'exemple tibétain est un exemple intéressant. On est à la croisée des mondes chinois et indiens. Donc, du monde chinois, on a le papier et la xylographie. Du monde indien, on a le format oblong qui vient du support traditionnel de l'écrit en Asie du Sud et du Sud-Est, qui est la feuille de palmier. Les feuilles sont empilées les unes au-dessus des autres. Ensuite, elles sont enserrées avec ce qu'on appelle une ceinture, comme une ceinture de moine. Le musée compte également une bibliothèque bien vivante avec plus de 100 000 volumes qui en fait l'un des plus beaux fonds de livres spécialisés dans les arts anciens et l'archéologie de l'Asie orientale et extrême-orientale. Voilà, merci d'avoir suivi cette édition spéciale Territoire de France, ici au musée Guimet, dans le 16e arrondissement de Paris. On se retrouve pour une prochaine édition de Territoire de France sur les antennes de TV5 Monde. Au revoir à tous.